On va danser un tout petit peu. Alors, merci d'être là. Franchement, vous êtes très beau, très joli. Alors, applaudissez-vous vous-même. Alors, je vais d'abord vous dire bonne arrivée. Merci d'être là pour votre émission Karine Show, le premier talk show à Lomé, consacré à la femme. Le thème de jour, c'est le viol et l'inceste. Je sais que c'est difficile, mais on va en parler. Si on n'en parle pas, personne ne va comprendre. Donc, pour en débattre aujourd'hui, on a invité des gens qui sont très armés, très informés, très équipés pour nous l'expliquer. Ils sont tous là. Donc, je vais tout d'abord commencer par Monsieur Beketi, psychologue, clinicien et de la santé. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Docteur Solange, médecin directrice exécutive de l'ATBF. Maître Salah Dokenou, avocate à la Cour. Alors, nous avons mademoiselle Marthe Farah, journaliste, écrivain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui j'ai un carton rouge à la main. On va tous donner ce carton à un comportement très dangereux, c'est le viol. Ce carton, c'est pour ces violeurs, ces assassins, je les appelle, ceux-là qui n'ont peur de rien, qui violent les enfants, les femmes. Alors, aujourd'hui, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un violeur, avant, pendant et après. On va le savoir aujourd'hui avec nos invités. Donc, ce carton rouge, c'est pour les violeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Carton rouge, c'est pour qui? Le carton rouge, c'est pour qui? Ma dignité. Voilà pour les violeurs. Encore une fois, soyez les bienvenus. Merci. Dans l'année, il y a plus de 3000 femmes qui sont violées. Et je pense que ce n'est pas juste. Et aujourd'hui, nous avons décidé de savoir pourquoi autant de viols. Ma première question va chez le psychologue. C'est quoi le viol? Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par contrainte, menace ou par surprise. Alors, cela signifie que le viol est caractérisé donc par un acte de pénétration et par une absence de consentement. Voilà ce que je peux dire. Merci pour l'explication. Ma deuxième question va chez notre juriste. Je voulais savoir à quel moment une femme peut se plaindre de viol. Merci, madame. Toutes les fois qu'il y a acte de pénétration sous contrainte, par faute ou par violence, il y a viol. Dès lors que la personne a été victime du viol, elle peut se plaindre. Elle peut se plaindre. Voilà, toutes les fois. Alors, que se passe-t-il dans la tête d'un violeur avant, pendant et après? Le violeur, disons, c'est une question un peu vaste, mais nous allons essayer de résumer. Oui. Le violeur ou le délinquant sexuel, c'est quelqu'un qui a d'abord un objectif. Il y a des violeurs ou des délinquants pour qui c'est une maladie, mais il y a d'autres pour d'autres ambitions culturelles ou mystiques, je ne sais pas, donc aussi tentent de violer. Donc dans la tête du violeur, c'est qu'il faut atteindre un objectif. Il est excité et il veut se décharger.
Maintenant, après le viol, c'est qu'il s'attend déjà à une punition. Et donc, il doit intimider sa victime pour ne pas dénoncer et tout ce qui entoure ça. Les violeurs sont-ils des hommes mariés ou des célibataires? Pour question de viol, que ce soit les personnes mariées ou les célibataires, tous violent. Et il n'y a même pas aussi une limite par rapport à une carrière aussi. Parmi tous les corps de métier, on peut trouver des violeurs. Les violeurs, peut-on les considérer comme des gens malades ou des gens tout simplement vicieux qui ont envie de satisfaire leurs besoins? Oui, nous pouvons dire qu'ils sont malades d'une part et également dire que c'est des vicieux. Malades, il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans un état de colère, par exemple, ils déchargent leur frustration en cherchant à violer. Quelque chose un peu, voilà. Ma question va chez la journaliste. La plainte de viol vient-elle du milieu urbain ou rural? Je crois que le viol n'est pas un phénomène qui se cantonne à une région ou à une ville. Le viol, c'est aussi bien en ville, dans les villages, que c'est pas dans tout espace géographique. Je crois qu'il y a le viol. Et donc, comme disent urbain ou rural, je crois qu'autant en milieu urbain qu'en milieu rural, il y a le viol. Mais le phénomène peut être peut-être quantifié différemment selon qu'on soit dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Encore faut-il qu'on sache exactement ce qu'on appelle viol. Il y a viol entre mari et femme, même jusqu'à ce niveau, et c'est des viols qu'en Afrique on ne dénonce pas. Et donc voilà, le viol n'a pas de limite géographique. Oui, les gens en ville peut-être peuvent se plaindre parce qu'ils ont le droit, ils voient qu'ils peuvent parler, mais les gens de l'autre côté ne peuvent pas parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le viol, je pense. Je ne pense pas. Le viol, surtout en Afrique, je pense que la problématique du viol est un peu spéciale. Il y a une étude qui a démontré en fait que ceux qui violent, les violeurs, sont souvent dans le cercle très proche de la personne qui est violée. Et souvent, comme le linge sale se lave en famille, en Afrique, la question du viol, on la referme, on la circonscrit à la famille. Et on protège ainsi le violeur et pas la violer. C'est-à-dire, c'est ça la problématique du viol aujourd'hui en Afrique. Et c'est dommage. Et je crois que c'est assez dommage et ça fait pleurer parfois. Mais mon projet question va chez le médecin. J'aimerais savoir quel type de problème, je veux dire, de santé présente une victime. Merci Catherine. Quand on parle de viol, on a une constriction du cœur, on a une douleur. Tous ceux, toutes celles qui ont une fois reçu un cas de viol, pour en parler même en tant que personnel, en tant que prestataire, c'est difficile. Parce que c'est la douleur. Il y a une douleur indescriptible. Les gens ont l'habitude de dire, à tort, que non, que c'est des rapports sexuels. Tout rapport sexuel qui n'est pas accepté, consensus volontaire, est douleur. Parce que les muscles vaginaux, périnéaux, vont se contracter et la pénétration sexuelle est douloureuse, elle est affreuse. Ce n'est pas comparable à un rapport sexuel. On ne peut pas comparer une pénétration de viol à une pénétration sexuelle d'amour, de rapport sexuel normal. Peut-on dire que c'est cette douleur-là, le gémissement de ces femmes-là qui excitent ces violeurs, peut-on considérer comme ça? Parce que ces gens, moi je les considère comme des malades. La femme gémit, la femme pleure, la femme a mal. Peut-être c'est ce qui l'excite de plus. Excité, en fait, moi, le problème n'est pas là. Une fois qu'on a dans sa tête de violer, on a déjà violé. Donc, que ce soit les gémissements, que ce soit les pleurs, lui, son ambition, comme le psychologue l'a dit, c'est de se décharger, que tu te taises, que tu pleures, que tu gémisses. Ça ne va pas l'arrêter. Beaucoup de complications ou de symptômes sont décrits chez les femmes ou les filles violées pendant l'acte.
toutes les griffures, les gifles. Donc il y a des lésions corporelles que nous remarquons, mais au niveau de l'appareil génital, on a dit pénétration. Cette pénétration, elle peut être vaginale, ou elle peut être anale, ou elle peut être buccale. C'est toujours décrit comme viol. Donc, au niveau du vagin, si c'est une petite fille, l'hymen est totalement parti. Il y a des déchirures au niveau de la vulve, au niveau des lèvres, au niveau du périnée. On a même des déchirures dans le vagin. La paroi vaginale est déchirée. Le Douglas, la paroi postérieure en dessous du corps, est déchirée puisque c'est une petite fille, puisque c'est un petit enfant, puisque c'est un pénis qui ne répond pas à cette dimension, mais la pénétration va perforer. Certaines pénétrations vont jusqu'au niveau de l'anus, donc du rectum. Donc il y a une communication recto-vaginale qui se crée suite à des viols. La femme peut saigner abondamment, elle peut s'infecter. S'infecter. En vous entendant parler en tant que femme et maman, j'ai la chair de poule. Parce que une personne qui a un enfant de 3 ans dans ses jambes, je crois que cette personne, on peut complètement la qualifier comme une personne malade, qui ne mérite pas même d'être dans la société. C'est un meurtrier. Voilà, c'est un danger sur pied. Un meurtrier. Et il faudrait qu'on s'occupe de lui. Alors, ceci m'amène chez la juriste. Alors, qu'est-ce qui court un violeur? Le risque est énorme. Parce que le viol est qualifié de crime. C'est dans l'ordre du meurtre, de l'assassinat et tout et tout. Et donc, il est puni de 5 à 10 ans. Lorsqu'il est commis sur un enfant, par enfant, j'entends une personne qui a moins de 18 ans. Et lorsqu'il est commis sur un enfant de moins de 15 ans, la peine est portée au double. Voilà. Ça, c'est bien. Oui. C'est très bien. Alors, la loi est bien vigilante. Ça, c'est super. Alors, quels sont les mécanismes pour les victimes? Je veux savoir comment est-ce qu'on s'occupe d'elles. C'est l'État qui paye tous ces frais. Comment ça se passe? Par rapport aux préjudices que subissent les victimes du viol, ces préjudices sont réparés par l'auteur. Ce n'est pas l'État qui les prend en charge. Si l'auteur est déjà un grand malade... vous voyez vous-même alors. Par rapport aux témoins. Les témoins ne sont pas le plus souvent oculaires. Il faut que les faits soient d'abord portés à leur connaissance. Il faut qu'ils vérifient d'abord la véracité de ces faits-là avant d'aller porter l'information à la gendarmerie ou bien au poste de police le plus proche. Donc, les témoins oculaires, il n'y en a pas. Il n'y en a presque pas. Mais les victimes de viol, peut-elles recouvrir carrément ou peut-être recouvrir leur dignité totalement de femme? Voilà, vous faites ici allusion à la prise en charge psychologique. Avant de répondre à cette question, je vais juste rappeler que dans notre structure, puisque je suis le président de l'association africaine de lutte contre l'inceste et le viol, notre slogan, c'est « Ensemble, faisons parler le silence, se taire, c'est être complice ». Donc, pour éviter tout le monde à voir la chose de cette manière et pouvoir dénoncer et donc sauver les femmes. Donc, vous dites, si la femme peut recouvrer sa dignité totale. Ouais. Et oui, si elle va directement pour une prise en charge psychologique. Puisque lorsque souvent ces femmes sont traumatisées par cet acte, tel que je venais de dire, donc absence de consentement, pénétration, donc créant un état de choc, elles sont souvent enfermées. Elles ne se retrouvent pas du tout. Parler, oui. Elles ne peuvent plus parler, un retrait social. Donc il faut qu'elles trouvent une personne proche à qui se confier. Voilà. Et là commence donc un travail ou un début de prise en charge ou une prise en charge immédiate avant de voir le psychologue. Le psychologue. Voilà. Même question va chez notre... Je pense qu'on ne se relève jamais d'un viol. J'ai eu une amie qui a été violée de ses 11 à ses 15 ans par son oncle. Et pendant tous
j'en ai les larmes aux yeux en chaque fois que j'en parle. Il y a de quoi. Parce que pendant ces 11 ans, à ces 15 ans, son oncle a passé son temps à la violer chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il la menaçait d'aller la signaler auprès de sa mère comme quoi elle couchait avec lui. Elle habitait avec lui. Ils habitaient ensemble dans une concession familiale et donc il lui faisait du chantage tout le temps. Et pendant ces 4 à ces 5 ans, elle a vécu avec son bourreau et elle le regardait dans les yeux tous les jours et était impuissante parce que son atmosphère familiale ne lui permettait pas de dénoncer cette personne. Mais Elle subissait ça en silence, quoi. elle a subi ça en silence pendant longtemps. Et est-ce qu'on se relève de quelque chose comme ça? Moi, je pense que non, on ne se relève pas d'un viol, quelle que soit sa nature, même avec un suivi psychologique. Au-delà même de l'atteinte physique, il y a une atteinte de l'âme et on ne s'en sort pas. De sa dignité. Je veux répliquer. Si la personne arrivait à dénoncer, la prise en charge, elle est très longue. Elle peut faire 2 ans, 3 ans. Donc si elle a réussi à dénoncer et qu'elle a à sa disposition un spécialiste pour suivre, elle finira par s'en sortir. Il y a beaucoup de cas que nous allons... Oui, il y a des cas. Si vous avez des cas, je pense il faut les référer aux spécialistes et voir si on ne peut pas les sauver. Voilà, si on ne pourra pas... Le problème, c'est que ces personnes vivent le viol comme leur faute. Oui. Quand vous avez déjà côtoyé une personne violée, vous comprendrez assez que parfois, ces personnes prennent le viol comme si elles l'avaient mérité ou comme si elles l'avaient demandé. Dans ce cas, comment on réfère, même quand vous référez, parfois ça ne marche pas. Parce que je me dis que cette guérison est un processus personnel et à chaque fois qu'elle doit faire face à ce souvenir-là, elle doit tellement avoir mal que même, je crois que 2 ans ne suffisent pas pour soigner un viol. Je crois que peut-être le processus est encore plus long et plus complexe, mais je pense que le viol, on n'en guérit pas. C'est peut-être un avis personnel. Ça peut être oui, difficile. Je pense qu'elle est dans le domaine de l'inceste. Vous parlez de l'inceste. C'est l'inceste qui est le viol. Oui, puisque lorsque c'est dans un contexte purement familial, c'est le tabou qu'il faut briser, et c'est ce que je disais tantôt. Se taire, c'est être complice. Vous voyez un peu, il faut se battre. Nous sommes en Afrique, les sensibilisations de ce genre doivent vous amener à sensibiliser, vous êtes journaliste, amener la famille africaine à comprendre le danger, le silence dans lequel la victime reste. Il meurt sous silence, la famille est inconsciente, elle ne sait pas. Quand un homme viole sa femme, ce n'est pas l'inceste, c'est le viol. Oui. Et ça ne se dénonce pas parce que c'est mon mari, je ne peux pas aller le dénoncer. Oui. Et vous voyez que le problème persiste. Je pense que dans le contexte conjugal, c'est vrai, mais nous savons qu'il y a quand même des sadiques, des maris sadiques, ça c'est aussi une maladie, qui n'arrivent pas à céder. Et là, il faut aller un peu plus loin. C'est ce que je vous disais, le talk show, le Karine Show, c'est un débat. On a une dame qui a été courageuse, qui nous a témoigné. Elle a été violée, c'est une victime. Suivez plutôt. Je peux pas. Je peux pas. En fait, c'est des gens armés qui étaient venus chez nous. Ils étaient 6. Et quand il était entré dans la maison, il y a ma soeur qui est là, comme elle est brune au milieu de nous. Et il y a 2 personnes qu'il a pris. L'autre est venue directement brancher le fer contre elle. Et l'autre a abusé d'elle. Et depuis ce jour jusqu'à présent, elle n'était pas tranquille. Elle a 17 ans maintenant, mais quand le fait produit, c'était en 2013, donc elle avait 16 ans. Oui, elle est partie faire les analyses, tests de grossesse, VIH, et tout est négatif. Mais par contre, tout le temps, elle a mal au ventre, elle a des maux de tête, bon, je ne sais pas où. Oui, parfois, elle a des maux de ventre et ça la trouble.
tous les jours. Moi, je pense que cette dame a besoin d'être applaudie parce que c'est pas facile de témoigner un truc pareil, un truc aussi douloureux. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est une dame qui est dans un état de choc très, très, très profond, un état de sidération. Lorsque vous allez vers donc, une telle victime, la rassurer de la normalité de ce qu'elle ressent, être attentif, être empathique, mais sans dédramatiser ce qu'elle vit, et ensuite donc envoyer vers un spécialiste pour évaluer les risques et lui mettre dans un état de confiance, dans un climat de confiance, et donc continuer la procédure de la prise en charge. Déjà, le fait qu'elle a commencé déjà par exprimer cette blessure, ces douleurs, elle commence déjà par évacuer. La thérapie, voilà, ça c'est déjà la thérapie le début personnelle. d'une thérapie. Voilà. Et souvent, il y a ce qu'il ne faut pas dire devant cette femme. Par exemple, après un viol, vous approchez la personne et vous dites, mais comment tu étais habillé? Qu'est-ce que tu cherchais à cette heure là-bas? Vous voyez un peu? Vous culpabilisez davantage. Et vous ne faites que l'enfoncer, cette dame-là. Est-ce que tu veux dire que tu ne pouvais pas te défendre? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et ce qu'il faut dire pour pouvoir aider la personne à commencer par sortir avant d'aller vers un spécialiste. Nous en avons eu des cas. Nous avons actuellement quelqu'une que nous suivons après avoir fait des jumeaux à son père. Plus de 3 grossesses coulées. Mais de son père, c'est 3 grossesses. Bien sûr. Ça se passe où ce cas-là? Ça se passe à Lomé. À Lomé, ici. Bien sûr. En ville. Oui. Ils étaient allés donc dans une clinique, et dans cette clinique, le médecin nous connaissait et nous a donc fait appel. Pourquoi est-ce qu'elle a attendu les 3 grossesses avant? Elle était dépassée et elle ne pouvait plus dire à son papa, voilà, c'est encore... Et où se trouve sa mère? Voilà, c'est encore un autre problème. La mère a quitté le foyer suite à un viol de l'oncle du père. D'accord. Vous voyez? Donc ces enfants sont actuellement là et nous profitons de lancer un SOS. S'il y a des gens qui peuvent les assister, ils ont actuellement 4 ans. Les enfants? Oui, ils sont là. Ils sont séparés, ils ne sont pas dans le contexte pour que le parent continue. Mais ces enfants, ma question, je me mets à la place des téléspectateurs et nos invités. Quel avenir a ces enfants? Voilà, c'est la question qu'on se pose lorsque parfois des familles résistent, qu'on adopte ces enfants, par exemple. Vous voyez un peu? Souvent, si on adoptait ces enfants, on peut déjà résoudre le problème en partie. Quels sont les textes qui registrent les cas de viol autour, en fait? Nous avons le Code de l'enfant, en son article 398, qui définit le viol, la définition telle qu'elle a été donnée tout à l'heure par le psychologue. L'article 398 du Code de l'enfant. Il y a, en ces articles 1, 2 et 3, il y a la définition du viol et les peines qui vont avec lorsque vous êtes reconnu coupable. Il y a le Code pénal, en son article 87, qui définit dans les mêmes termes le viol, et l'alinéa 2 du même article qui énonce les peines qui vont avec. Je voudrais rajouter en même temps les dispositions du Code des personnes et de la famille, l'article 98, qui dit que les rapports sexuels entre époux sont libres et consensuels. Cela veut dire que lorsque les relations entre époux tournent à la violence, il y a viol. Bien sûr qu'il y a viol. Oui. Non, moi je voulais revenir sur le viol en situation de guerre. Il y a une situation dramatique qui se passe au Congo. Et moi, en tant que journaliste, je me permets de dire qu'il faut que ça s'arrête. Le viol comme arme de guerre dans l'Est du Congo, aujourd'hui, est devenu banal, où chaque jour des enfants jusqu'aux femmes, vivent dans la peur dans l'Est du Congo. Et quand vous regardez les journaux, quand vous voyez les témoignages, aujourd'hui on n'en parle même plus, tellement c'est devenu banal, c'est passé dans le quotidien de ces populations-là, où le viol en situation de guerre, le viol comme arme de guerre
ne dit plus rien à personne. Et comme le dit madame, après c'est pour dire, ouais, la guerre est finie, on calme le jeu, allez, tout le monde tranquille, et les violeurs aussi, et parfois ils narguent même leurs victimes. Parce que c'est des voisins, c'est des camarades de classe qui narguent leurs victimes. Il faut que ça s'arrête. Pensez-vous qu'un enfant, une fille qui a été violée par ses parents peut toujours rester dans la même maison avec ce monsieur? Souvent, ce n'est pas facile. Si elle n'a pas où aller, si c'est une élève, et si elle allait à l'école, et qu'il arrivait, qu'elle en parlait, peut-être à un camarade ou à un enseignant, il peut réussir à s'en sortir. C'est le cas d'une fille, lorsqu'elle a dit à ses oncles et autres, ils ont réagi, mais ils avaient peur parce que le monsieur avait une position où, lorsque c'était arrivé à l'ONG en question, mais ils ont poussé et ça a chauffé. La fille a été récupérée par la structure et elle continue ses études paisiblement. Elle a été sauvée, je peux dire ça. Moi, je vais poser la même question. Voilà. Oui, dans ces cas-là, nous avons la petite fille qui est violée par son papa. Et du coup, ce père-là n'a plus aucune autorité parentale qui lui sera reconnue par la loi par rapport à son enfant. Et donc, si la mère est vivante, l'enfant doit être confié désormais à la maman. Mais au cas où la maman n'est pas là, de quelque manière que ce soit, il y a la tutelle qui doit être ouverte par rapport au juge des enfants. Et le dossier doit lui être confié, il doit désigner un tuteur pour cette petite fille-là et voir les mesures dans lesquelles elle peut avoir un avenir glorieux par rapport à ce qui lui est arrivé. Et souhaitablement, peut-être oublier ça, si ça s'oublie. Si ça s'oublie. Catherine, oui. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la prise en charge. Oui. C'est vrai, quand j'ai parlé des conséquences du viol, j'ai décrit plus le physique, l'examen physique, l'examen gynéco. Mais ce qui est invisible, ce que nous ne voyons pas, c'est surtout ça, les conséquences du viol. C'est les conséquences psychologiques, les psychoses, les pertes d'estime de soi, la peur en permanence, le stress, avec toutes, ces conséquences également. Donc, quand on dit que, est-ce qu'il y a vraiment un mécanisme qui permet que les victimes puissent sortir de cet étau qui les sert, je dis oui. Parce que, en fait, le violé, ne doit pas se culpabiliser à longueur de sa vie. Il n'est responsable de rien. Elle n'est responsable de rien. Si une victime me voit quelque part, qu'elle sache que c'est elle qu'on doit plaindre. Ce n'est pas une situation où elle ne s'est pas défendue ou autre. Donc, tout ce que le psychologue, tout ce que les accompagnants, tout ce que les médecins vont lui apporter, il faut qu'elle puisse l'accepter, l'accueillir et accepter sortir. Parce que pour sortir de cette situation, il faut que la victime elle-même travaille sur elle-même. Oui, travaille sur elle-même. Absolument. C'est très important. Mais toute victime violée doit pouvoir avancer, doit pouvoir reprendre l'estime d'elle-même. Donc il faut qu'elle se répète, je suis capable. Je suis, il faut qu'elle se le dise. Je pense que ça doit être un peu difficile de se la répéter. Il faut aller vers les spécialistes. Oui, les spécialistes accompagnent, mais elle-même aussi, il faut qu'elle fasse cet effort. Je dis, il faut qu'elle accepte. Travailler sur elle-même. Travailler sur elle, dire, je dois sortir de cette situation. C'est important. Je pense que ce que Madame vient de dire, c'est vrai. Mais c'est encore plus facile lorsque la victime fait confiance à quelqu'un qui l'accompagne et qui le met dans cette situation. Absolument. Pour qu'elle puisse penser et perdurer dans ses pensées. Mais si elle se retrouve, si elle est seule, ce n'est pas possible qu'elle le fasse. C'est un peu difficile. Mais dans tous les cas, nous, on a promené nos micros. Je vais vous inviter à suivre ce que dit l'homme de la rue, vulgairement. Non, le viol, mais en réalité, je peux dire que c'est un crime crapuleux.
D'abord, parce que ça traumatise la personne violée et ça fait que ça reste des séquelles jusqu'à dans la vie. Les coureurs de jupons, très souvent, c'est ça qui leur arrive. Tel que tu vois la fille, est-ce que ça va m'échapper? Voilà qui te conduit à faire ça. Donc, le viol, ce n'est pas un truc qu'il faut cautionner. Le viol, je dirais que c'est un mauvais truc et les gens qui s'adonnent à ça et qui le font régulièrement, c'est vraiment mauvais. Et je conseillerais à ces gens de personnes d'arrêter ça parce que psychologiquement, ils bloquent les filles qui violent parce que plus tard, elles sont vraiment perturbées psychologiquement dans leur relation avec d'autres personnes, par exemple dans leur relation intime avec leur mari, voilà, elles ne sont pas à l'aise, il va falloir qu'on fasse un travail avec eux pour vraiment les relaxer, voilà, donc c'est pas du tout bien, donc je demanderai à ces gens de personnes d'arrêter ça, c'est pas bien du tout. Cela ne révèle pas seulement des hommes, mais il y a aussi des comportements que nos filles adoptent qui nous poussent souvent, si l'on ne se maîtrise pas, à aller vers l'acte inconnu, que nous disons tous le viol. Voilà. Sinon le viol, vraiment, si on peut vraiment dire violer là, ce n'est pas seulement les hommes. Les deux sexes sont compris quoi. La question du viol, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apprécier d'une manière claire. Parce que dire qu'on a violé une fille, c'est un terme qui est vraiment compliqué, contigu dans les compréhensions. Comment le violer? Est-ce qu'elle a son sexe dans sa main? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas sûre, qu'elle n'est pas sérieuse, qu'elle n'est pas responsable d'un tel acte? Parfois, nous arrivons à ce qu'on dit que c'est parce que l'homme est plus âgé par rapport à la fille. Mais est-ce que tout d'abord, il n'a pas eu un échange de discours, un échange d'idées entre les deux avant que la dernière l'accepte? Mais je ne peux pas accepter correctement que la question de viol est quelque chose qu'on peut vraiment juger quelqu'un. J'ai envie de retourner dans la télé et de gifler ce monsieur. Parce que ce monsieur, j'ai envie de le gifler juste pour lui faire comprendre que quand tu prends ou quand tu t'en prends à quelqu'un dans sa dignité profonde, on ne peut pas dire que c'est parce que la personne l'a cherché. Je suis désolée, ce monsieur, je l'aurais connu qu'il aurait passé un cercle d'heures avec moi. Ma dignité! Ce jeune homme ne sait pas de quoi il parle. Il est à côté de la plaque. Ben, il faut tout ça pour faire le monde, madame. Oui, non, je dis que la question du viol est une question sensible, très délicate, très sensible. La question du viol, c'est comme on a tué quelqu'un. Très souvent, les garçons, les hommes pensent que quand une fille, une femme est amie à eux, ça veut dire qu'on va au sexe. Automatiquement, l'homme pense que c'est égal, j'ai accepté. Alors que dans la tête de la fille, dans la tête de la femme, être amie à un homme ne veut rien dire, ça ne veut pas dire sexe. Et ces situations, les hommes en profitent. Et les femmes, les filles sont victimes naïves comme ça. Parce que je suis camarade. On est bien. Dans ma tête, on est bien comme camarade. Et on profite. Mais chez le garçon camarade, entre ce bien camarade et rapport sexuel, il n'y a pas de différence. Je voudrais que les filles m'écoutent. Les garçons ne comprennent pas la camaraderie simple. Excusez-moi les hommes. Ils ne comprennent pas comment tu es gentil avec lui, comment tu es proche de lui. Immédiatement, ils analysent et ils font d'autres devinettes pour dire que elle a accepté. Alors que nous, je ne sais pas comment Dieu a créé l'homme et a créé la femme. Je ne sais pas. La réflexion de la femme
est totalement différente en matière de sexualité de la réflexion de l'homme. Donc les petites filles, à l'école primaire, à l'école secondaire, chaque jour, chaque premier rapport sexuel, presque 80% des rapports sexuels, parce que si nous en parlons, c'est que nous en connaissons quelque chose dedans. C'est quelqu'un qui, parce que tu es bien avec lui, veut te retenir pour dormir avec toi, pour se coucher avec toi, alors que tu n'as même pas pensé à ça. Oui. Tu n'as jamais pensé à ça. Et ça, c'est du viol. Absolument. Les filles, on va arriver au mécanisme. Il faut que les filles apprennent à se battre. Je le dis et je le redis. Ne soyez pas là, amorphes. Apprenez n'importe quel sport. Soyez des sportives. Si quelqu'un vous tient, tenez-le. Défendez-vous. Parce que ce seul rapport sexuel peut détruire votre vie. Ce seul rapport sexuel. Il peut être plus grand que vous. Si vous êtes fort, vous allez, oui, le vaincre. Vous criez, vous criez à haute voix pour que les gens puissent entendre. Je propose que les filles aient souvent dans leur sac d'esprit. En fait, dès que vous vous sentez agressé, quand vous lui arrosez ça au visage comme ça, je crois qu'il sera dérouté et vous pourrez partir. C'est un mécanisme de défense. C'est pour cela que ce plateau est pour ces genres de choses. Il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce que madame vient de le dire. Il ne faut pas se laisser faire parce que vous pensez qu'il est plus fort. Battez-vous, criez. Il faut que quelqu'un vous entende. Il faut crier jusqu'à ce qu'on vous entende. Parce que le viol, ça détruit la vie. Il faut savoir à quel moment crier. Criez encore qu'il est le moment de crier. Si vous criez après un rapport sexuel, vous n'avez rien fait. Non, c'est vrai. Vous n'avez rien fait. Criez. Je dis très souvent, enlevez vos chaussures et fuyez. Quand vous voyez un peu le signe venir, n'attendez pas, ne dites pas que je vais résister. Oui, à l'érection d'un homme, on ne résiste pas. Je crois que les filles ont compris. Vous avez compris, j'espère. Voilà, parce que c'est pour cela que ce show c'est pour informer et former. Donc, madame a beaucoup parlé, elle a tout dit. Vous n'avez qu'à apprendre à partir de ce qu'elle nous a dit. Alors, maintenant, on va prendre 2 questions dans le public. Je voudrais poser une question à madame la gynécologue. Elle avait dit que, par exemple, si nous nous trouvons dans une situation comme ça, nous pouvons former le numéro 10-11. Je voudrais demander si le numéro 10-11 c'est Togocel, c'est Mouv, c'est Illico, on ne sait pas. Merci madame. Merci pour la question. Oui. Le 10-11, ce n'est ni Togocel ni Mouv, tout réseau qui compose 10-11 et qui directement on décroche. Moi j'ai la question, est-ce que c'est coûteux? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est un numéro gratuit. D'accord. Je vais vous poser la question de savoir si un homme peut être aussi violé. Du genre, une femme peut violer un homme. On viole la femme, on viole la femme. La femme aussi peut avoir beaucoup plus de force que l'homme. Hein? Et bon, c'est possible. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui peut répondre à notre cher journaliste? Oui, bien sûr, un homme peut être violé. Et nous avons le cas d'un monsieur qui est violé par sa mère. Donc, ça fait, disons, quelques années. Et lorsqu'il a voulu, il tentait de se marier, mais ça n'a pas été facile. Lorsqu'il amène une femme à la maison, la mère dit non, celle-ci, voilà, elle a tel défaut, et ainsi de suite. Et il était finalement fatigué. Il a quitté la maison. Il a été récupéré pour l'aider. Après, il s'était marié. Donc, on peut aussi violer un homme. Après son mariage, quelle relation entre lui et sa mère? Oui, puisque lorsqu'il a quitté, la maison, il avait fini par se marier normalement. Est-ce qu'il était toujours en contact avec sa mère? Oui, bien sûr. S'il vous plaît. Oui. Le viol de l'homme par la femme n'est pas comparable
au viol de la femme par l'homme. Les hommes peuvent être violés par les femmes. Mais quel est l'effet? Quelle est la conséquence? Quelles sont les séquelles que ce viol, cette situation entraîne? Ce n'est pas comparable. Les cas de viol masculin que nous recevons, c'est des viols homme par homme. C'est des hommes qui violent les petits garçons, qui violent les garçons. Donc il y a beaucoup ces cas. J'ai dit ici que l'anus est déchiré. Le sphincter anal qui fait que les selles restent déchirées, les selles coulent. Ça, d'ailleurs, on va en faire un autre débat un autre jour. Parce que, comme je l'ai dit, il y a tellement à dire qu'on ne peut pas terminer de le dire tout à l'heure. Donc on va garder ça comme ça. Je crois qu'il y a une autre question, quelque part, une jeune fille. J'aimerais savoir, parmi les conséquences physiques du viol sur la femme, est-ce qu'on peut citer la stérilité? Elle a parfaitement raison. Oui, la stérilité peut être conséquence d'un viol passé. Parce que, comme nous l'avons dit, les infections, il y a beaucoup de cas de viol qui ne sont pas présentés les jours qui ont suivi, ou le jour du viol et les jours qui ont suivi. Ça veut dire que les conséquences infectieuses sont installées et peuvent entraîner cette stérilité. Voilà. Donc, si jamais vous entendez qu'une fille a été violée, si elle-même elle ne peut pas aller se plaindre, il faut l'accompagner ou appeler le numéro que madame a donné pour qu'on soigne la fille le plus rapidement possible, pour qu'elle ait un avenir normal, qu'elle se marie dans les normes et souhaitablement oublier ce qui lui est arrivé. Moi, j'aimerais savoir si... nous savons que les délinquants sexuels, ce sont des maladies, ils sont vraiment des maladies. Et c'est juste après. Certes, ils ont fait la prison, mais bon. Et s'ils sont accompagnés juste après, si juste après ils écoutent leur peine, ça peut se recommencer. Mais bon, est-ce que juste après ils sont pris en charge? Vous parlez des récidives. Bon, je pense que lorsque ils sont souvent dans les prisons, lorsque le côté judiciaire les punit, ça c'est une prise en charge déjà, lorsqu'ils sont enfermés. Et il y a des spécialistes qui vont pour voir les gens en prison. Et ils suivent donc ces cas, puisqu'il y a les dossiers. Lorsqu'ils sortent de la prison, pour l'intégration dans la société, on touche à leur maladie, à leur pathologie, et jusqu'à un certain temps. Ça, ce n'est pas un truc qui se fait dans l'immédiat. Ça prend un peu du temps. Le cas que j'ai donné ici, le monsieur, le juge qui était là, lorsque la scène s'est passée, a dit « Je t'envoie en prison ou tu vas voir le psychologue ». Et nous l'avons suivi jusqu'à aujourd'hui. Comme sa femme l'avait quitté, actuellement, il veut se marier. Nous avons évalué chez lui les choses. On pense que ça commence quand même par aller. Donc, on peut les récupérer aussi. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je pense qu'on a bien appris. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Et les filles, ne vous laissez pas faire. Et quand vous sentez une situation comme ça difficile, criez au secours, parce que les séquelles sont énormes, c'est à vie, il ne faut plus qu'on accepte ça. Donc voilà, notre dignité, il n'y a pas à toucher. Ma dignité. Bravo, merci beaucoup. Si vous avez un mot de fin, vous avez des conseils à donner à nos filles qui sont là, je commence par madame. Mon mot, le premier mot, c'est que chaque fille peut éviter, certaines situations. Des situations où vous êtes à deux, avec un garçon seul. Les gens sont partis. Vous vous retrouvez seul. Évitez cela. Évitez-le. Les parents, vous arrivez, les parents sont sortis, il est seul, vous êtes là avec lui, fuyez, partez. Rapidement. Partez. Et communiquez avec les parents. Les parents. Que l'enfant, tout ce que l'enfant dit dehors, qu'il puisse revenir à la maison, en parler et que les parents aient une bonne écoute.
Les parents africains ne donnent pas la chance à leurs enfants de venir parler de tout ça. Donc il faudrait aussi que ça commence par les parents. C'est les parents qui doivent cultiver cette et communication. s'approcher des enfants pour faciliter la discussion. Sinon, parce l'enfant, que il ne va pas en parler. Exactement. Madame, votre mot de fin. Moi, je pense que mon mot de fin sera peut-être un appel aux organisations qui travaillent avec les victimes de viol à plus de sensibilisation. Il faut que j'ai toujours dit que si on remplaçait certaines de nos publicités à la télé par des publicités civiques, on éviterait beaucoup de choses dans nos sociétés. Il faut déjà une sensibilisation. Il faut qu'on dise aux gens, le viol, tu n'as pas à culpabiliser, il faut que tu sortes. En deuxième chose, moi je souhaiterais qu'on lance un numéro gratuit. Un numéro gratuit qui serve d'abord pour dénoncer et ensuite qui serve de centre d'écoute. Si nos parents ne veulent pas nous écouter, qu'il y ait des gens anonymes. Il est plus facile de se confier à un inconnu et au bout d'un fil, avoir ce numéro-là où on puisse se confier, expliquer à quelqu'un qui ne vous connaît pas ce qu'on est en train de vivre et si au bout du processus, pour voir que ce numéro permet de récupérer ces personnes-là et de les soigner. Donc, je crois que mon mot de fin, ce sera ça. C'est déjà très bien. Je voudrais dire qu'il y a un numéro, le 10-11, quand on était en salle d'attente, je l'ai essayé même avant de monter. Si j'ai un cas de viol, donc ils ont répondu. Donc c'est fonctionnel. Les filles, vous avez entendu, il y a 10-11. Et vous allez appeler si vous êtes en danger, appelez 10-11 et qu'on vient vous chercher parce que nous sommes là pour vous. Il est temps qu'on s'occupe de vous, il est temps que les choses changent. Et c'est pour cela qu'on a ce Karine Show pour vous. Madame, le mot de fin. Oui, mon mot de fin sera pour les victimes. Il faut qu'elles dénoncent. Il faut dénoncer. Il faut qu'elle n'ait pas peur des démarches procédurales par rapport au procès et tout, parce que moi, je vous assure au nom de toutes les femmes du barreau que lorsque les cas de viol se présentent, nous nous constituons spontanément pour les défendre gratuitement. Donc, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Ça mérite l'applaudissement. Gratuitement. Alors, ce que moi je pourrais dire, surtout aux jeunes filles, elles peuvent éviter le viol. Pour éviter d'abord le viol, les parents qui sont ici doivent comprendre que c'est à eux de communiquer souvent avec leurs enfants. Si vous communiquez généralement avec vos enfants, si l'enfant sort dehors et qu'il y a un problème, il arrive, c'est très facile à l'enfant de vous dire, et là vous aurez le temps de la conseiller. Mais dans le cas contraire, le dehors la conseille et elle peut facilement tomber dans le viol. N'aimez pas des facilités. Ces filles qui cherchent à approcher les enseignants, je n'ai pas bien travaillé, est-ce que tu pouvais améliorer mes notes et autres? Soyez assidus, travaillez. Si vous cherchez des faveurs, vous serez violés. Et là, c'est vous qui avez cherché ça. Voyez votre manière de vous habiller. Pour les délinquants sexuels, donc c'est des malades, à vous stimuler chez eux les hormones sexuelles et ils peuvent se jeter sur vous. Vous devez mieux vous habiller. Ça, les parents doivent veiller aussi à ça. Il ne faut pas s'habiller n'importe comment. Habillez-vous africaine et je pense que vous pouvez éviter le viol. Merci. Merci beaucoup. La première partie de ce talk show est terminée. Merci beaucoup, messieurs et dames, d'être répondu. Pour cette annonce, je me permets de rester debout parce que c'est une femme qui a commencé de rien du tout, qui a fait son chemin, qui s'est débattue. C'est une femme qui a laissé beaucoup d'exemples. Elle continue à travailler, pas grandes études, mais elle a réussi dans la vie. Je vous prie d'accueillir Madame Sojar. Soyez les bienvenus, Madame. Soyez-vous juste à côté de moi. Alors, ça a été le voyage. Vous êtes venu me voir. Merci d'être là. Franchement, merci infiniment.
l'entrepreneuriat féminin, gage de tout développement social et économique harmonieux, reste un leitmotiv des femmes battantes. Plus qu'un simple privilège, l'entrepreneuriat féminin octroie à la femme son indépendance économique et son appartenance à une société qui reconnaît désormais ses droits. Des femmes qui entreprennent, le Togo en connaît plusieurs. L'une d'entre elles est reconnue sous le nom de Maman Soja. Je me nomme Akataga Ewe, épouse d'époux, mère de 3 enfants. Je suis la présidente de Société coopérative Maman Soja. Réputée dans la transformation du soja en produits divers, Maman Soja est, grâce à son courage et son savoir-faire, l'une des pionnières dans le domaine. J'ai commencé la transformation du soja en 1986. J'ai appris ce métier chez un Allemand à Dapao. Si sa formation paraît anodine, la circonstance qui poussa la native des Monts Cloto à persévérer dans son domaine est au contraire assez émouvante et révélatrice. Avant, j'étais couturière coiffeuse. Et pourquoi j'ai cessé ce métier? À cause de la maladie de mon mari. Il a eu les tensions et insomnie. Et il a cessé d'aller au service. On a circulé dans les hôpitaux et au Togo jusqu'à l'intérieur, il n'est pas guéri. C'est de là que le docteur qui se trouve au Ghana, qui nous a dit que avant que mon mari va guérir, il faut qu'il prenne le produit soja traité. Et c'est de là que mon mari lui a dit que sa femme sait faire le soja traité. Et le blanc m'a appelé. Je suis partie chez lui. Il m'a posé certaines questions et il m'a dit d'amener mon mari au pays. Et maintenant, nous sommes venus. J'ai acheté les graines de soja. J'ai traité ça. J'ai enlevé l'acide qui se trouve dedans et j'ai fait les différents produits de soja. Et j'ai commencé à préparer la sauce de soja, le lait de soja, le thé de soja, toutes les choses que nous allons manger, nous mettons un peu de soja dedans. Jusqu'à 2 mois, mon mari s'est rétabli. Une unité de production qui, en l'espace de quelques années, a pris des proportions d'une véritable usine de transformation du soja. Maman Soja, lorsque j'étais au lycée de Bodi, je l'ai connue. Et à cette époque-là, ce n'était qu'une initiative de transformation de soja en quelques produits. Et c'était une petite initiative familiale. Donc je l'ai connue en ce moment, entre 2003 et 2004. Mais ce qui m'a épaté, c'est qu'après 5 ans d'activité, elle a évolué. C'est une femme battante et elle a du dynamisme. Elle a aussi l'ambition et l'optimisme. Je vois qu'elle a une ambition, une vision à long terme. Je me suis joint au groupe et j'ai travaillé comme secrétaire et chargé de projet. Ce qui est important, c'est que de nos jours, le gouvernement voudrait la valorisation des produits locaux, surtout sur le plan agricole. Or, elle s'inscrit dans ce dynamisme-là. Donc, j'ai dit que, bon, en aidant cette initiative, cela peut créer de l'emploi, cela peut faire valoir nos produits locaux et cela peut avoir une bonne incidence sur cette filière-là. De cette usine sortent des produits variés qui sont connus au Togo et dans les pays voisins et dont la qualité est certifiée par des services compétents. Premièrement, vous avez vu comment on a puisé ça pour mettre ça dans les sachets. Mais les gens de l'ITRA sont venus, nous ont interdit de faire comme ça. Si nous avons mis ça dedans, il faut qu'on mesure pour voir le poids réel. Donc c'est ça que nous faisons maintenant. Donc pour les farines pour les enfants, c'est à 250 grammes. C'est ça qui est ici, c'est juste. Si c'est dépassé, on diminue ça. Mais ceci là, c'est normal. Je suis Dekou Victoire Olali. Je suis membre de Société coopérative Maman Soja. Nous sommes basés à Palimé, précisément dans la descente de Bodi.
Nous transformons le soja en produits alimentaires et en produits cosmétiques. Nous disposons d'une usine de transformation de soja. Le personnel est composé de 15 personnes, dont 5 ouvriers qui travaillent en plein temps. Dans la transformation de nos produits, nous respectons les règles d'hygiène. Nous lavons nos mains, nous mettons des uniformes, nous mettons des gants, nous portons des chaussures de sécurité, nous faisons des tests sanitaires et nous faisons passer tous nos employés au service sanitaire. Maintenant, lors de la transformation de nos produits, nous traitons le soja. Le soja contient des acides antinutritifs et des inhibiteurs de protéases qui sont très nuisibles pour la santé. Pour cela, il faut obligatoirement traiter le soja avant d'en faire les produits. C'est ce que nous faisons dans notre entreprise qui fait que nos produits ont des vertus thérapeutiques. De l'alimentation aux soins corporels, les produits de Maman Soja contiennent des vertus thérapeutiques très appréciées par les consommateurs et utilisateurs. Élue femme de l'entreprise de l'année, Maman Soja participe à des salons et foires au Togo et dans les pays de la sous-région. Elle a reçu plusieurs diplômes et prix d'excellence pour son travail bien fait. Cependant, elle lance un appel à tous ceux qui aimeront l'aider à grandir. Ejine jobe wa novi Togo vijiji mon je soja be doyanti kebe tobe wa du soja ado pouvoir akola misele aimé inti mule bio du ko pata benade on dit peperenti ke wa perenti ebe edo abagbete yinko. En dehors de son activité d'entreprise, Maman Soja a des loisirs intéressants qui meublent son quotidien de femme et mère au foyer. Après mes travaux, j'étudie la Bible parce que tout ce que nous faisons, premièrement, on adore Jéhovah. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne l'idée que nous allons transformer ou bien créer d'autres choses dans le soja. Consommez toujours le soja traité. Voilà une femme qui a commencé de rien du tout et aujourd'hui elle a un nom, Maman Soja. Et vous avez vu qu'elle a vraiment essayé, elle a fait un effort pour nous expliquer son métier. Elle nous a donné les bienfaits de soja. Et donc voilà l'exemple à suivre. Pour cela, je vous demande encore une fois de l'applaudir très fort. Karen Shaw, symboliquement, vous donne rose pour cet effort que vous avez fait. Et donc, courage et ne fléchissez jamais. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on a notre guest star ici parmi nous, une dame battante, une dame dynamique. Elle s'appelle Madame Bamondi, la plus grande styliste de Lomé. Soyez les bienvenus, madame. Alors, Madame Bamondi, soyez les bienvenus. Vous étiez dans le public, vous avez entendu tout ce qui s'est dit concernant le viol. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant ça? Ce que je veux dire, le viol, c'est un crime ignoble, où qu'il soit produit. Et bon, il y a des pays où le viol est récurrent, c'est l'Inde, le Pakistan, tout ça, où la femme est considérée moins qu'une bête. Bon, chez nous ici, je ne peux pas parler des statistiques, mais je sais simplement que le viol, quel qu'il soit, est répréhensible et les autorités doivent châtier ça avec la dernière rigueur.
Absolument. Moi, j'ai toujours dit que l'éducation, elle se fait par tout le monde. Absolument. Par une famille, par les voisins et tout ça. Et quand nous voyons nos sœurs ou nos filles, bon, dans des comportements... Parlons de nos filles. Si jamais, si vous avez des enfants, oui, vous avez une fille. J'ai 2 filles. Bravo. Supposons qu'il y a une de vos filles qui venait de vous dire, maman, on venait de me violer. Quelle aurait été votre réaction? Ah, ça serait dramatique pour moi. Dramatique. Donc, c'est vrai que la communication entre les parents et les enfants est indispensable. Il faut toujours parler. Et je ne peux pas dire que je leur ai donné une éducation où j'ai assumé mon rôle, mais je pense que tout le monde doit pouvoir parler. Quand on ne peut pas parler aux parents, on parle aux copines, aux voisins, ou en tout cas, on doit toujours pouvoir parler. Toujours parler. Les filles, vous avez entendu, on ne fait que répéter ça, il faut parler, il faut dénoncer. Revenons maintenant à vous-même. Vous êtes la styliste la plus renommée. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que Madame a été couronnée en 2012 femme leader du Togo. Donc, elle mérite d'être applaudie. Ça, voilà les exemples à suivre. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée une grande styliste? Comment ça a commencé? Disons que je suis une enfant qui a été éduquée par les religieuses. Et dans l'éducation, dans cette éducation, il y a toujours la couture et il s'est avéré que bon, je suis plus habile avec mes mains, j'aime crier, j'aime coudre. Et cette disposition a fait que j'ai fini par embrasser cette carrière. Quand j'étais en Europe, où j'ai vite compris qu'on peut faire au-delà d'une simple couturière en embrassant les études et en apprenant aussi ce qui se fait en Occident. Absolument. Voilà pourquoi Donc, si je comprends bien, la religion a été votre force? Oui, la religion est ma force et l'éducation aussi. L'éducation est ma force. Alors, projet d'avenir, madame? Bon, en dehors de mon titre de styliste, je suis promotrice d'un événement appelé Bimoud. En ce moment, l'événement passe sur l'écran. Il s'appelle Bimoud 228. Très bien, très bien. Alors, madame Bamodi, beaucoup de femmes vous regardent. Plein de filles vous adorent, y compris moi. Donc, si vous avez des conseils à nous donner ce soir. Le conseil à l'endroit de tout le monde, hein, y compris les garçons comme les filles, c'est de s'assumer soi-même, de bien faire ses études. Et si on n'a pas choisi la carrière littéraire, la carrière de devenir un grand homme, on choisit souvent un métier comme le mien ou autre chose, c'est de le faire avec une certaine passion. Hein. C'est le lieu aussi de demander aux parents de ne pas pousser les enfants à embrasser des carrières qui ne sont pas les leurs. Hein, de voir la disposition de chaque enfant et de l'accompagner dans ce sens. Et une fois qu'on a choisi sa voie, de le faire avec une certaine responsabilité, un grand plaisir. C'est pour ça que le choix d'une profession est important, parce qu'on ne peut pas toute une vie faire un travail qu'on n'aime pas, qu'on rechigne et qui vous rende malheureux ou bien agressif vis-à-vis des gens. Et les filles qui veulent être comme vous, qu'est-ce que vous allez leur dire ce soir? Les filles qui Parce veulent que vous êtes une grande dame, plusieurs filles veulent être comme vous. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, je leur dirais que ce n'est pas un métier de tout repos et on doit aimer ça avant de choisir cette voie, parce que c'est un travail, quand on se met à son propre compte, voilà, on n'a pas droit à l'erreur, on ne doit pas être paresseux, mais quand nous travaillons pour quelqu'un d'autre, bon, on a notre salaire, on a notre temps de repos, mais quand nous sommes responsables, on n'a plus de repos, donc il faut aimer ça. Madame Bomandi vous a tout dit, les filles vous avez appris.
Je pense que pour être Madame Bamondi, pour qu'elle soit vos idoles, il faudrait vraiment tirer des leçons de tout ce qu'elle venait de dire ce soir. Et donc c'est une dame exemplaire, courageuse. Et voilà, ce sont des femmes comme ça qu'on doit suivre comme exemple au Togo. Donc pour ça, je vous demande de l'applaudir très fort. Et notre deuxième partie, c'est moi qui vous remercie. Merci et à très bientôt. Maintenant, on a invité un couple secret qui va nous parler de leur vie, comment est-ce qu'ils ont réussi à rester très longtemps dans leur foyer. Je pense qu'on est là tous pour savoir qu'est-ce qui fait que les gens restent longtemps, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à rester dans leur mariage. Donc pour cela, j'invite Monsieur et Madame Ajavon sous vos applaudissements. Soyez les bienvenus, monsieur et madame Ajavon. Alors, madame reste à ma droite, monsieur reste à ma gauche. Bonne arrivée. Madame, prenez place. Dans un passé relativement lointain, il n'était pas facile aux jeunes gens d'éprouver et d'exprimer leurs sentiments d'amour. Pourtant, ce n'étaient pas des occasions qui avaient manqué, dès leur tendre jeunesse, à Simplice et Julia d'éprouver l'un pour l'autre un sentiment affectif sérieux. Ça a commencé quand on était au collège, oui. Bon, au lycée, bon, on était des amis. Au lycée, on était des amis, mais on ne pensait pas qu'un jour on pouvait rester ensemble. Hein. Je me rappelle que moi j'ai fait la série C et elle a fait la série A. Donc, quand il y a des problèmes de mathématiques, bon, elle vient me voir. Hein, donc, c'était comme ça. Mais on ne pensait pas que, voilà. Et puis, à l'époque, c'était, vous savez, c'était sans arrière-pensée. C'était comme des frères, quoi. C'est comme ça qu'on vivait à l'époque. Hein, nos camarades garçons, comme filles, on était tout le temps ensemble, mais sans arrière-pensée. Les premiers pas d'une longue histoire débutèrent tout de même sur les bancs d'école en 1969. Ben, c'était déjà en 69, oui, 69. On était au lycée jusqu'en 72. Moi, j'ai eu le bac et j'étais parti en France pour mes études. Après donc une trêve marquée par l'absence et les études en Europe de Simplice, les choses sont allées plus vite que nul n'aurait imaginé. 1976, naissance d'une amitié dont les relations furent épistolaires. Donc en 1976, et après, une fois arrivé là-bas, bon, j'avais écrit pour dire que voilà, il faut que... Et j'ai reçu la réponse en 1977. On échangeait des correspondances jusqu'à son retour et puis c'est tout. Voilà. 1977, retour au bercail du jeune étudiant de France. J'ai fini mes études, j'étais rentré en 1977. Et voilà. 1978, concrétisation d'un sentiment affectif par le mariage. Donc, à mon retour en 1977, bon, il n'y a plus rien d'autre à dire que de continuer ce chemin-là, voilà. Et nous sommes mariés en 1978, un an après. Et depuis, l'harmonie s'installa dans le couple Ajavon, dont le soubassement fut la fervente croyance en Dieu. Les chrétiens et la vie, nous savons que nous avons quelqu'un à qui nous devons tout. Et c'est lui qui est au centre de notre vie. Cela s'est fait ressentir dans l'éducation des enfants. Nous avons plutôt reçu une éducation à la chrétienne, tic-tic-tac. Et l'éducation familiale, c'est qu'on a toujours été ensemble. Au-delà du cercle familial, le couple Ajavon fut distingué par les autorités religieuses de leur congrégation. Oui, nous faisons partie d'un groupe. Juste après notre 20e anniversaire de mariage, on a été conviés à former la pastorale de la famille sur l'initiative du feu évêque d'Aného, Monseigneur de Savy, qui avait initié la pastorale de la famille pour pouvoir aider les couples. Après leur carrière professionnelle bien remplie, la retraite n'est pas de tout repos. L'ex-enseignante d'anglais
est l'une des premières femmes proviseures du Togo au lycée de Zébévi et l'ingénieur en informatique, ancien cadre de l'Office togolais des phosphates, s'adonnent respectivement à cœur joie aux activités de maison qui occupent leur quotidien. On commence à prier ensemble. On fait la prière. On commence la journée par la prière. Par la prière. Pour une communion. Voilà. Et après, chacun va faire ce qu'il peut faire dans la maison pour apprêter la maison. Moi, je fais le jardin. Pendant ce temps, elle fait le ménage. Elle prépare tout ce qu'elle doit préparer. L'ordre, là, je crois que c'est la première chose qu'elle fait quand elle se lève de son lit. C'est de mettre de l'ordre d'abord, un peu partout. Oui, maman s'amuse bien. Mais moi, je fais un peu de sport, en fait. Oui. 3 séances par semaine. Parfois, je suis régulière. Et puis, j'aime bien écouter, être au parfum de tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, je lis de temps en temps. Je lis pour ne pas désapprendre. Je lis. Et j'aime aussi faire de petites traductions pour me maintenir parce que j'étais angliciste. Donc, pour ne pas désapprendre de temps en temps. Et puis, de temps en temps, je m'occupe du poulailler. Je m'occupe du poulailler pour donner à manger, nettoyer un peu les choses, et puis regarder les pigeons. Vous voyez? Donc, ça, j'aime bien faire ça. Puis là, maman, quelle est la cuisine à faire? Mais la préoccupation majeure de Julia et Simpliste reste avant tout la formation des jeunes couples. Quand on apprend qu'un jeune veut se marier, quelqu'un qu'on connaît, on l'invite gentiment ou bien même, étant donné qu'ils ont écho de ce qu'on fait, ils viennent à nous et nous leur demandons si vous avez d'autres amis qui cheminent, si ils peuvent eux aussi se joindre à vous pour qu'on vous forme ensemble. Donc c'est ainsi que de temps en temps on organise des séances, disons sur 3 ou 4 ou 5 mois, pour des jeunes couples, des fiancés, pour les préparer au mariage, ce qui leur permet de savoir à quoi ils s'engagent, connaître l'enjeu du mariage avant de s'y engager. Nous sommes mariés le 31 mai passé à Atapamé. C'est grâce à cette formation que nous sommes mariés, puisque, tel que on l'entend, on n'a jamais imaginé pouvoir, se décider, puisque, on s'est lancé dedans, on a voulu que fasse le chemin, et arrivé à un moment quand on serait habitué l'un à l'autre, nous allons enfin prendre la décision. Mais nous avons commencé cette formation en janvier et tous les thèmes que nous avons eu à étudier nous ont permis de prendre la décision. Avant, moi, je n'arrive pas à regarder les yeux de Jean-Paul et à dialoguer aussi. Mais au cours de la formation, on nous donne des exercices de s'asseoir face à face et regarder les yeux. Et après, vous allez dialoguer. Et au cours de ces petits exercices-là, moi aussi aujourd'hui, j'arrive à dialoguer et à discuter avec lui. Après 15, 20, 30 et 36 ans de mariage et de vie commune, le couple Ajavon n'a pris aucune ride, ou presque. Julia et Simplice continuent à servir de modèle de parents affectifs, compréhensifs et généreux. Le couple Ajavon, Julia et Simplice, nous les avons connus il y a une vingtaine d'années à Pémé. C'est un couple très spirituel. Je ne vais pas dire un couple modèle, mais c'est un couple exemplaire. Quand vous arrivez auprès d'eux, vous avez la joie, c'est la paix, c'est le sourire. Et ils sont très disponibles sur le plan spirituel. Après le décès de mon mari, j'ai encore des gens qui s'intéressent beaucoup à moi, comme monsieur et madame Ajavon, et qui m'ont prise comme leur propre enfant. Et alors que j'avais perdu mon papa, ma maman, ça fait des années, puis après mon mari, mais aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai des parents encore. Ils nous aident beaucoup
ils conseillent mes enfants et tout. Ils sont tout pour nous, mes enfants et moi aujourd'hui. C'est le couple à Javon. On a appris à prier par eux. Ici, c'est chez eux, leur maison. Et je dirais que je suis la fille aînée de cette maison. Et j'en suis fière. Alors, papa Javon, on a tout compris. Oui, merci. Je vais vous poser une seule question d'abord avant d'aller chez maman. Oui. Quel a été le premier mot à l'endroit de madame, si vous pouvez vous rappeler? Le premier mot à l'endroit de madame? Oui. Je dirais qu'elle était très amoureuse quand on était plus jeune. Qu'elle n'est plus amoureuse, c'est ce que vous voulez nous faire savoir? Ben, je disais plus amoureuse quand on était plus jeune. Maintenant, on a vieilli. Moins amoureuse, c'est ça. Moins amoureuse. Et je suis maintenant plus amoureux. Papa venait de... Oui, je le suis toujours. Mais il est maintenant beaucoup plus amoureux. Mais pas autant qu'avant. Ah. On se jette des temps ici. On se jette des temps. Alors, papa, est-ce que maman a été toujours une bonne épouse? Ben, disons que je n'avais jamais eu à lui reprocher quoi que ce soit, bien que la vie du couple n'est pas un boulevard. Ça, c'est sûr. Il y avait des moments d'incompréhension, mais on a appris à se connaître, à se supporter. Donc, je dirais qu'elle était une très bonne épouse qui s'occupe de tout le monde à la maison. Même des fois, j'en suis materné. Ça... Est-ce que papa était toujours un bon époux? Excellent. Super. Alors là, les hommes. Ça, c'est bien. Alors, quelle a été votre force? Qu'est-ce qui vous tenait jusqu'à présent? C'est l'amour ou il y a autre chose? Il y a un autre secret qui tient le foyer? Sur quoi vous êtes basé aussi solidement? La première force, c'est le Seigneur. C'est lui qui est au centre de notre vie de couple. Enfin, c'est sur lui que nous avons bâti notre vie de couple. Et je crois que c'est ce qui fait notre force. Et puis après, c'est vrai, nous sommes nés avec un tempérament différent. Oui. L'éducation aussi nous a modelé. Le milieu familial, le milieu social et tout ce qu'on a traversé. Mais en plus de ça, nous faisons des efforts personnels pour maintenir le cap. Tous les jours. Oui. Tous les jours. C'est un effort de tous les jours. Exactement. Monsieur Javon, vous avez quelque chose à dire à propos de ça? Oui, je dirais qu'en dehors de Dieu, parce que Dieu ne peut pas nous modeler sans nous-mêmes. Et donc nous avons compris très tôt que le respect mutuel est la base de toute vie, de toute vie familiale. Le respect mutuel. Il faut respecter l'autre. Ça, c'est très important. Et je crois que c'est ça qui nous a amené vraiment à consolider notre lien conjugal. On se respecte. Et je disais souvent aux jeunes, l'amour seul ne suffit pas pour se marier. Vous comprenez les jeunes? L'amour seul ne suffit pas. On s'aime, et puis on se marie là. Demain, l'amour va finir. Et si ça finit, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il faut la connaissance de soi, de l'autre, pas le respect. Voilà ce qu'on dit souvent aux jeunes. Ça, c'est très bien dit. Ouais. Madame, moi, j'insiste un tout petit peu. Oui. Dites un seul défaut. Un seul. Un seul défaut. Un seul défaut. Son défaut, c'est de me faire attendre parfois quand nous devons sortir. Il y a un autre défaut. Et l'autre défaut, c'est quoi? Au moment de se coucher, je suis à l'ordinateur, je suis sur Internet. Ah là, c'est pas bon. Elle me l'a reproché plusieurs fois, mais du fait que nous appartenons à plusieurs associations et qu'on doit apprêter, par exemple, quand on donnait les cours aux jeunes, il faut qu'on prépare les documents. C'est sûr. Donc, mais on doit faire des recherches. Voilà, il faut les recherches. Donc je suis seul à m'occuper de ce travail-là.
Et son défaut, c'est de ne pas faire l'ordinateur avec moi. Ben, si Madame Ajavon n'est pas ordinateur, elle ne ferait pas ordinateur avec vous. Hein? Donc, il faut planifier, il faut privilégier Madame, surtout la nuit. Si elle veut aller se coucher, elle veut son mari à côté. Et donc, l'ordinateur ne remplace pas maman. Ben, c'est-à-dire que si, on peut faire l'ordinateur ensemble, et puis après, on vient se coucher ensemble. Moi, je retourne la même question à M. Ajavon. Oui. Défaut de maman. Défaut de maman, il faut que je cherche. Ah, s'il faut chercher, c'est qu'elle n'a pas de défaut. Il faut réfléchir. Ah, Voilà, le défaut de maman, c'est qu'elle range. Elle range tout. Elle est trop ordonnée. Voilà. Organisée. Voilà, trop organisée. Elle range tout. Ça, c'est le propre des femmes. Ça, c'est le propre des femmes. Voilà. Parce que les femmes rangent et les hommes dérangent. Si bien que deux fois, je cherche mon cahier, je ne trouve pas de elle a encore rangé. Le cahier a été rangé, n'est-ce pas? Le cahier a été rangé. Mais c'est très bien. Oui. Donc, mais c'est très bien d'être là ce soir pour nous dire tout ça. Et ça nous a amusé. Moi, ça m'amuse. Je crois que les autres aussi. Votre mot de fin? Pour les jeunes, je dirais qu'il ne faut pas se lancer dans la vie conjugale sans formation. Il faut se faire former. Il faut avoir des conseils de ceux qui vivent déjà le mariage. C'est très important. Nous avons entendu le témoignage tout à l'heure de Jean-Paul, qui nous a fait comprendre que c'est important pour eux. Et on le voit très bien que c'est important pour eux parce qu'ils ont d'autres compréhensions du mariage, mais au cours de la formation, tous les deux, ils ont eu une même compréhension. Et ils arrivent à mieux s'entendre. Et c'est ça. Et à ceux qui sont déjà mariés, c'est vraiment en dehors de l'amour de pouvoir se respecter l'un l'autre. Le respect de l'autre est très important. Surtout pour l'homme parce qu'on a dit la femme doit être soumise à l'homme. Alors quand on prend rien que ce verset-là dans la Bible, ça nous permet déjà à l'homme d'écraser la femme. Non, on n'a pas le droit. On n'a pas besoin de ça. Non, on n'a pas le droit. Pour mes filles, je dirais de tenir à leur dignité, de s'accrocher, de ne pas se laisser baratiner par n'importe qui, se laisser aller. Quand les hommes demandent de leur donner une preuve d'amour et qu'elles s'abandonnent, elles se livrent, je crois qu'il ne faudra pas se livrer à ce jeu-là. Se maintenir, exactement, se respecter, et c'est ce qui va provoquer le respect de l'autre. Ah ben voilà, on va parler. Ben moi je dis merci beaucoup. Vous avez été courageux. Et donc, Karen Shaw vous offre une bouteille de champagne pour vous célébrer. Merci. 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 2, 3. À la santé des jeunes. Merci d'être venu. Alors, on va danser, monsieur, madame, danser. On va danser tous ensemble. Allez, le public, levez vos accompagnés. Spéciale tendresse. Toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont belles, toutes les filles sont des princesses pour le jour. Spéciale tendresse. On peut se lever pour les accompagner. Qui font de nous des hommes aujourd'hui. Toutes les femmes sont les reines. Allez, venez. Fort, ensemble. Tu as tout pour me rendre fou, Marine. C'est la folie quand tu souris, lui aussi. Tu m'as attiré dans tes pièges, Nadège. C'est toi mon rayon de soleil. Oh, toutes les femmes sont belles.